Je viens tout juste de sortir de la séance des 4 Fantastiques premiers pas, et honnêtement, j'ai été surpris, dans le bon sens, mais aussi avec quelques réserves. C'est un film que j'attendais avec une certaine curiosité, un peu de méfiance aussi. Il faut dire que les précédentes tentatives de Marvel ou de la Fox autour des 4 Fantastiques n'ont jamais vraiment marqué les esprits. Mais là, on tient quelque chose de différent, un film plus sérieux, plus profond, avec une vraie proposition visuelle et surtout des émotions que je n'avais pas ressenties dans le MCU depuis un moment. Je vous explique tout ça dans un premier temps dans une partie sans spoiler, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, et pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous invite à aller voir directement à la partie spoiler grâce au chapitrage de la vidéo. Salut tout le monde, c'est votre fidèle serviteur Spider Koda, et aujourd'hui, on se lance dans l'exploration des 4 Fantastiques premiers pas. Premier point marquant, la réalisation. Le film se prend au sérieux dans le bon sens du terme. On n'a pas l'impression de regarder un produit formaté ou une comédie d'action comme on a pu en voir chez Marvel ces dernières années. Il y a un vrai soin apporté à l'ambiance, à la mise en scène, aux lumières et surtout au style rétro-futuriste inspiré des années 60 qui apporte une patte visuelle hyper originale. On sent que l'univers a été pensé dans les moindres détails, que ce soit les décors, les costumes, la technologie utilisée dans le film, tout a une cohérence propre et ça fait vraiment du bien. Là où j'ai vraiment été surpris, c'est dans le traitement des thèmes. On est clairement sur un film qui parle de famille, mais pas de manière naïve ou cliché. C'est profond, parfois dur, et ça amène aussi des dilemmes moraux très intéressants. Il y a même un moment dans le film, sans spoiler, qui m'a vraiment retourné. Ce genre de scène qu'on ne voit pas souvent chez Marvel. Et puis, il y a cette question de la légitimité d'être un super-héros, de leur place dans le monde, mais aussi du prix à payer. On sent que le film veut dire quelque chose, et il prend le temps de le faire. Et ça, c'est beau. Côté personnage, là aussi, c'est une grosse réussite. Les 4 Fantastiques sont touchants, attachants, et bien caractérisés. On croit à leurs liens, à leur histoire et à leur dynamique. Ils sont drôles quand il faut, mais aussi très sérieux dans les moments clés. Chacun a son propre arc, ses doutes, ses forces, et franchement j'ai été vraiment bluffé par le casting qui me faisait un peu douter au départ. Reed Richards, joué ici par Pedro Pascal, est un scientifique, parfois solitaire, qui se pose 4000 questions à la minute, capable de tout pour protéger sa famille, mais il réfléchit aussi de manière mathématique, ce qui parfois peut amener à des dilemmes très intéressants. Susan, quant à elle, incarnée par Vanessa Kirby, c'est vraiment la MVP du film. La maman dans toute sa splendeur, amenant parfaitement ce côté maternel et protecteur dont avaient besoin les 4 Fantastiques, mais également leur planète tout entière. Et Johnny Storm, incarné par Joseph Quinn, là aussi j'ai beaucoup aimé, celui sur lequel j'avais le plus de réserves, et au final ça fonctionne très bien. Il est drôle, attachant, touchant parfois également, et ses pouvoirs sont extrêmement bien représentés. On découvre ici une vraie torche humaine. Et quant à Ben, incarné par Ebon Moss, il est très fidèle aux comics. Un rock, mais avec un cœur sous sa carapace, et on le ressent à plusieurs moments dans le film. Cependant, j'ai trouvé qu'il était développé un peu plus en surface que les 3 autres selon moi, et c'est un petit peu dommage, mais c'est normal aussi. Également, leur rapport avec la population est super bien traité. Toujours sans spoiler ici, mais on sent que ces héros sont installés, qu'ils font partie de ce monde, et que ce monde les regarde parfois avec autant de fascination que de crainte. C'est subtil, bien écrit, et même les rôles secondaires ont été soignés. En parlant de rôles secondaires, Galactus et la Surfeuse d'Argent sont incroyables. Je m'attendais à un design peut-être discutable ou parfois trop abstrait, mais non. Ici, c'est propre, c'est ambitieux et l'adaptation fonctionne super bien à l'écran. La Surfeuse notamment, que beaucoup attendaient au tournant, est bien plus qu'un gadget visuel. Elle a une vraie présence. Et elle est bien mieux représentée que le Norrin Rath de l'époque dans les vieux films des 4 Fantastiques. Et Marvel a enfin compris qu'il ne fallait pas tout montrer dans les trailers. Le film nous réserve quelques surprises, des moments forts, et même si certaines scènes sont parfois un peu longuettes, on n'a jamais l'impression d'être en train de regarder une bande-annonce étirée sur 2 heures. Alors oui, soyons honnêtes, le film a quelques longueurs. Pas beaucoup, mais certains passages auraient gagné à être plus dynamiques selon moi. Mais globalement, le rythme est bon, les scènes d'action sont lisibles, les enjeux sont clairs, et le film prend le temps d'installer ses personnages sans nous balancer 10 références à d'autres films toutes les 5 minutes. L'humour est lui aussi bien dosé, ce qui est assez rare chez Marvel pour le coup. Il y a quand même 1 ou 2 scènes humoristiques qui m'ont à peine sorti du film, mais rien de bien méchant, on est bien loin des blagues forcées qu'on a pu voir dans Thor Love and Thunder ou dans Ant-Man 3 Quantumania. Ce que je retiens surtout, c'est que les 4 Fantastiques premiers pas posent les bases de quelque chose de très grand. On a envie de les revoir et on sent que Marvel veut les intégrer en douceur mais quand même solidement. Ce film n'est pas là juste pour faire du teasing. Malgré des post-crédits très intéressantes, j'en parlerai en partie spoiler, il raconte sa propre histoire avec une vraie conclusion, mais on sent aussi tout le potentiel cosmique que ça ouvre derrière. On est en train de passer à quelque chose dans le MCU et je crois qu'on peut dire que Marvel est de retour. Pour être honnête, j'ai pas grand chose à dire de plus en partie non spoiler, alors à partir de maintenant, on va passer en partie spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, c'est le moment de faire pause et de revenir après votre séance. Pour les autres, on va maintenant parler des vraies dingueries du film.
Alors, concernant les scènes un peu longues, je vais commencer par ça. J'ai trouvé que le rythme était bon la plupart du temps, mais à certains moments, notamment quand ils reviennent de l'espace, on met un sacré moment avant de revenir dans l'action et dans les enjeux autour de Galactus. Même s'il y a quand même de la tension, j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes un peu longuettes. Mais c'est difficile de le mettre en point négatif, puisqu'au fond, ça permet de développer encore plus les personnages et de faire monter la tension justement. L'humour maintenant, parlons-en, et pour le coup, il y a certaines scènes, notamment celle à la fin du film quand ils attachent le siège du bébé, j'ai trouvé ça vraiment long pour pas grand chose. Sans mentir, il y a bien 2 minutes voire plus où on les voit essayer d'attacher le siège du bébé dans la Fantastic Car, et j'ai trouvé ça un peu too much. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir étiré cette scène, franchement une petite vanne aurait suffi pour ce moment-là. Concernant les points plus positifs, on découvre qu'on avait raison sur la façon de battre Galactus, en tout cas en partie. En réalité ici, Reed se sert bien des passerelles qu'on avait vu construire dans le trailer, mais pas comme il devait s'en servir à la base. L'idée de déplacer la Terre était vraiment brillante, mais au final, il se servira que d'une passerelle pour envoyer Galactus le plus loin possible de la Terre, ce qui l'obligera à se déplacer sans vaisseau et il mettra alors des millions d'années à retrouver les 4 Fantastiques. J'ai trouvé ça plutôt malin parce que ça permet de venir à bout de la menace, mais sans écarter complètement Galactus non plus, qui au final est une force de la nature, exactement comme les Célestes qu'on a pu voir dans Eternals. Il ne peut donc techniquement pas être tué ou éliminé de manière définitive. Concernant Galactus justement, on est face à une adaptation très fidèle les amis, on va pas se mentir. Il est super bien fait et il est également très fidèle aux comics, sur son design mais également sur ses intentions. Ici, on comprend bien qu'il n'a pas le choix que de se nourrir des planètes, et donc de la Terre, car c'est son seul moyen de survivre, et probablement qu'il a besoin de planètes habitées, puisque sinon, comme Chalabal est en quelque sorte capturé par Galactus, on se doute que s'il avait pas besoin d'une planète habitable, elle aurait pu choisir une planète inhabitée par exemple. Mais je pense que c'est un peu comme les Célestes. Galactus doit avoir besoin de se nourrir d'une planète peuplée d'êtres vivants. Se nourrir de planètes est donc son seul moyen de survivre, c'est pourquoi il a besoin de Franklin Richards pour le remplacer, car il a compris que Franklin avait un pouvoir cosmique incroyable et qu'il pouvait très bien prendre sa place et se nourrir de planètes à la place de Galactus. Mais d'ailleurs, pourquoi Galactus a besoin de Franklin Richards? Quels sont les vrais pouvoirs de Franklin au final, car on voit même qu'il arrive à ramener Susan Storm à la vie à la fin du film. Eh bien, dans les comics, Franklin n'est pas juste un enfant surdoué ou un futur héros. C'est littéralement l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. C'est un mutant de niveau Oméga, mais au-delà de ça, il possède des pouvoirs quasi divins. Il peut créer des univers entiers à partir de rien, manipuler la réalité, altérer le temps, ressusciter les morts, et même détruire ou recréer la matière à volonté. Et ce n'est pas une exagération. On parle d'un personnage qui, dans les comics, a littéralement créé un multivers entier dans sa chambre d'enfant. Il est même reconnu comme une identité cosmique à part entière, au point que certains Célestes ou même Galactus lui parlent d'égal à égal. Dans certaines timelines alternatives, Franklin devient le successeur de Galactus, exactement comme le film commence à le suggérer. Et cette idée-là, qu'un jour Franklin pourrait non seulement remplacer Galactus, mais aussi porter l'équilibre cosmique à lui tout seul, c'est une notion très connue dans les comics. Du coup, dans le film, le fait qu'il arrive à ramener sa mère à la vie n'est pas du tout tiré par les cheveux. C'est une forme de conscience cosmique qui s'éveille en lui. C'est justement ça qui pousse Galactus à le désigner comme héritier, parce qu'il comprend que Franklin a atteint le niveau d'un être éternel, capable d'agir au-delà des lois naturelles. Franchement, si Marvel développe ce potentiel dans les prochains films, on pourrait avoir droit à des arcs encore plus grand que Infinity War ou Endgame. Concernant les personnages, j'ai pas grand chose à dire de plus que dans ma partie sans spoil. Clairement, Susan Storm est la MVP du film, avec cette aura de maman qui guide toute la famille fantastique et qui est incroyable à voir à l'écran, notamment pendant le discours devant la population. C'est là qu'on ressent vraiment l'instinct d'une mère qui veut protéger son enfant mais également protéger sa planète. J'ai beaucoup aimé également la dynamique entre Johnny Storm et la surfeuse d'argent. Ça pour le coup je l'avais pas vu venir et c'était assez rigolo à voir à l'écran. Reed quant à lui est très fidèle à ce qu'il est dans les comics. Un scientifique parfois plus préoccupé par la science que par sa famille, avec un cerveau qui réfléchit de manière méthodique et très mathématique parfois. Mais on sent qu'il ferait absolument tout pour protéger sa famille comme chacun d'eux d'ailleurs. Concernant la surfeuse d'argent, est-ce qu'on la reverra dans le futur du MCU? Eh bien honnêtement, je ne pense pas qu'on reverra Chalabal pour le coup, elle qui est désormais toujours asservie à Galactus et qui je pense l'empêchera de revenir s'en prendre à la Terre. Je pense plutôt qu'à l'avenir, on aura l'arrivée du véritable surfeur d'argent Norinrad une fois que les 4 Fantastiques et les Avengers auront battu Doom et qu'ils seront tous dans un même univers. Parce que oui, c'est bien ce qui est prévu et on le voit notamment grâce au post-crédit. Concernant la deuxième scène, j'ai pas grand chose à dire pour être honnête, mis à part la référence pour la Terre 828, la Terre sur laquelle sont présents les 4 Fantastiques. C'est un hommage à la date d'anniversaire de Jack Kirby, le créateur des 4 Fantastiques, qui est né le 28 août. Donc 2808, et si on met en date américaine, ça fait 828. Et concernant la première scène post-crédit, là les gars, j'ai failli crier. C'est incroyable. La théorie que j'avais concernant cette scène a au final été réalisée. Doom est bien présent, pendant que Susan lit une histoire à Franklin, et on sous-entend qu'il vient le kidnapper car il a conscience de son pouvoir, comme je vous disais juste avant. D'ailleurs, d'où vient ce Doom exactement? Eh bien, on se doute que c'est probablement enfin le Doom de Robert Downey Jr. et qu'il provient très probablement de l'univers des 4 Fantastiques, puisqu'on peut voir à un moment dans le film qu'ils sont
au Conseil des Nations Unies et qu'il y a une place vide à l'endroit indiqué comme étant la Latverie, soit le pays de Doom. À mon avis, c'est donc quasiment certain qu'on aura un Doom provenant de l'univers des 4 Fantastiques et qui aura pour objectif de capturer Franklin Richards afin de s'échapper avec lui probablement dans l'univers 616, puisqu'on voit le vaisseau des 4 Fantastiques arriver dans le 616 après Thunderbolt, probablement pour venir chercher leur enfant. Ça a même été confirmé que c'était une scène d'Avengers Doomsday. Alors pour finir, est-ce que les 4 Fantastiques est le meilleur film Marvel de ces dernières années? Peut-être bien, en tout cas c'est l'un des plus sincères. Il n'est pas parfait, il y a quelques lenteurs, quelques choix discutables, mais franchement j'en attendais moins sur certains points et beaucoup plus sur d'autres points, et c'est souvent bon signe. J'ai retrouvé des émotions, de l'ambition visuelle, des personnages solides et un vrai respect pour l'univers des 4 Fantastiques. Est-ce que je vous recommande d'aller le voir? Clairement. Allez vous faire votre propre avis parce que ce film mérite d'être vu sur grand écran. Et c'est peut-être, et je pèse mes mots, un des meilleurs films Marvel depuis Avengers Endgame. Si je devais donner une note, clairement c'est un 8,5 sur 10 pour moi. Simplement à cause de certaines scènes qui m'ont un peu sorti du film, sinon ça aurait été un 9 sur 10 ou même un 10 sur 10. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Bien sûr, sans spoiler, je vous prie de rester courtois et de respecter les personnes qui n'ont pas encore vu le film. Et si vous avez aimé cette critique, pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans tous les cas, on se retrouve très vite, soit en format court, soit en vidéo longue sur cette chaîne. Alors je vous fais des bisous la team et à très bientôt.